Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Nous allons finir par la table ronde jeunesse qui remet un petit peu tout le monde à l'heure du goûter dans l'entrain du livre audio. Pour finir cette journée joyeusement, vous avez été très attentifs à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, à toutes les spécificités du livre audio, que ce soit dans la conception des livres audio, dans leur diffusion, leurs évolutions, les spécificités pour les élèves aussi. Cet après-midi, finalement, se décline beaucoup autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a un gros enjeu pour les enfants d'aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on connaît, les écrans, pas envie de lire, l'adolescence, tout ça. Mais nous, éditeurs de livres audio jeunesse, nous avons une grande responsabilité à ce niveau-là et aussi une grande passion et une grande créativité qu'on a envie de partager cette fin de journée avec vous. On aime à se définir, vous me contredirez si ce n'est pas le cas pour vous, mais nous, éditeurs de livres audio jeunesse, souvent on dit je suis un peu chef de projet, je coordonne, on finit toujours un peu par dire je suis le chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'on fait travailler ensemble différents corps de métier, bien sûr, pour faire un livre papier, de manière assez classique. Mais le mot chef d'orchestre, il est évidemment encore plus valable quand on parle du livre audio, puisqu'on fait jouer ensemble tous les instruments de la création des livres audio. Et bien sûr, la métaphore est filée jusqu'au bout, puisque dans les livres audio jeunesse, la vraie différence, la principale différence avec les livres audio adultes, si je généralise évidemment, c'est l'apport de musique, la création vraiment de paysages sonores, tout un tas de choses que finalement, ce podcast dont on a beaucoup parlé met en avant ces derniers temps, comme si c'était quelque chose de nouveau ou un procédé vraiment très travaillé. Et finalement, nous, c'est aussi notre cœur de métier depuis des années et des années de finalement faire des images avec des sons. Donc on va parler de tout ça avec les trois éditeurs, ou plutôt l'éditrice et les deux éditeurs très talentueux autour de ces deux tables rondes. Marine de Pierrefeu, qui est responsable éditoriale chez Gallimard Jeunesse pour les collections Gallimard Jeunesse Musique et Écoutez Lire Jeunesse. Nous avons également Anthony Fournier, donc sur ma droite, qui est éditeur de livres audio chez Bayard et Milan Jeunesse, et Pascal Dubois, qui est fondateur et éditeur d'édition Oui Dire. Chacun de ces éditeurs a une ligne éditoriale, une manière de travailler très spécifique, et on va essayer de rentrer ensemble dans les coulisses de leur travail avec beaucoup de similitudes, mais aussi chacun sa patte, sa manière de travailler, et c'est ce qui fait la beauté du paysage du livre audio à l'heure actuelle. Marine, je vais commencer par toi. On va se tutoyer, on ne va pas faire comme à la télé et se dire vous alors qu'on se tutoie dans la vie. Marine, chez Gallimard Jeunesse, vous avez un panel de livres audio qu'on connaît, du livre à puce jusqu'aux albums CD, grand format, et qui sont des créations très très importantes finalement, comme on ferait un album de musique avec des agendas et des budgets très importants. Est-ce que tu peux nous retracer en quelques mots la variété de la ligne éditoriale et voilà comment on travaille? On a chez Gallimard Jeunesse trois segments essentiellement, enfin 3 grands segments. On a d'abord les livres à puce que sans doute vous connaissez, qui sont ces petits livres pour les 0, 3, 4, 5 ans et qui sont destinés à développer l'autonomie des tout-petits parce que le geste, là, on appuie sur la puce et ça déclenche un son, une musique. C'est très réjouissant pour les petits. Et évidemment destiné aussi à éveiller leurs oreilles au bruit de la vie et aux premières musiques. Donc ça, c'est pour les tout-petits. Donc le son est indissociable de l'image à cet âge-là, en tout cas sur cette collection. Il y en a d'autres
des livres à puce pour les un petit peu plus grands. Et puis après, on a un autre grand segment qui sont les livres CD, comme celui-ci. Alors je dis livre CD, c'est vrai que le CD, il n'y en a plus beaucoup, mais très souvent, c'est associé à un lien de streaming ou de téléchargement. Et là encore, on travaille l'audio toujours avec l'image. L'image est un soutien. Et le livre et son format et la mise en page. Et puis il y a un troisième secteur qui est plus au centre de nos discussions aujourd'hui, c'est les livres lus, les histoires racontées, où là le propos est moins musical que vraiment de donner accès aux mots, aux histoires, à la littérature, patrimoine de la littérature jeunesse. Donc pour les plus petits et ensuite pour les plus grands. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ce média audio et qu'on œuvre à capter l'attention des petits par l'audio et avec des ingrédients qui sont toujours les mêmes et qu'on verra le texte, la voix d'un comédien ou de comédiens, les bruitages et la musique. Justement, pour rentrer plus précisément dans le vif du sujet, on va écouter un extrait, c'est le Gruffalo, s'il te plaît. Une souris se promenait dans un grand bois profond. Ah, se dit un renard, une souris, c'est très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce bois? J'ai un joli terrier, viens manger avec moi. C'est terriblement gentil, mon bon renardeau, mais je dois déjeuner avec un gruffalo. Un gruffalo? Mais qu'est-ce que c'est? Un gruffalo? Tout le monde le sait. Ses défenses sont terribles. Ses griffes sont effrayantes. Ses dents sont redoutables. Ses mâchoires terrifiantes. Je dois le retrouver derrière ces rochers. Et le renard rôti est son plat préféré. Renard rôti, dit le renard. Ah non, merci. Adieu, petite souris. Et très vite, il s'enfuit. Ah, le stupide renard. Il ignore donc le sot qu'il n'existe pas de gruffalo. Alors voilà cet extrait qui me permet de poser cette question très clairement. Comment, et je vous invite tous les trois à répondre bien sûr si vous le souhaitez, comment est-ce que du coup on met en son quelque chose qui est normalement supporté et soutenu par les images de ces livres? Comment est-ce qu'on... Voilà, là on entend un vrai mélange, bruitage, musique. Comment on choisit? Qui fait ça dans le studio? Voilà. Alors en effet, on commence par lire souvent, enfin, chez Gallimard, on part toujours ou souvent en tout cas, on n'a pas des audios natifs, on part de livres qui existent, d'auteurs qui sont connus et reconnus et dont on aime le travail. Et c'est vrai que souvent ces albums sont illustrés. Donc le premier travail, c'est de les lire en faisant abstraction de l'illustration et en essayant d'imaginer, c'est pas possible pour tous, hein, mais de voir si ça fonctionne à l'audio sans les images. Évidemment, il faut remplacer les images par quelque chose, et souvent c'est des bruitages ou des musiques qui viennent un petit peu soutenir le texte. Donc on travaille évidemment avec des studios de réalisation qui nous proposent, alors après le choix du texte, c'est évidemment le choix de la voix qui est importante. Alors là, on a le cas c'est Raphaëline Goupillot qui lit ce texte, et vous voyez qu'elle a une voix un petit peu comme ça, chaude et un peu cassée, et on aime bien ces voix, autant pour les livres audio adultes. On peut aimer faire appel à des noms, à des comédiens connus, à des Denis Podalides, des Poulvord, des Isabelle Huppert ou autres. Pour la jeunesse, c'est plutôt le grain de voix, le caractère, l'énergie. Donc là, c'est flagrant avec Raphaëline. Ça crée un univers un peu propre à chaque histoire, un peu là inquiétant, et qui plaît beaucoup aux enfants, en fait, beaucoup plus que les voix un peu lisses ou droites.
Je sais que chez Oui Dire, ils aiment beaucoup les accents, en tout cas mes enfants. C'est vrai que moi, plus ça a de caractère et plus ça leur plaît. C'est ce que disait tout à l'heure la professeure de français qui était là. Voilà. Ça, c'est pour le choix des voix. Je pense que c'est la même. Oui, parce que ça incarne, en fait. Hein. C'est vrai, bah, du coup, Pascal, je te laisse prendre la parole volontiers. Oui, bonjour. Alors, je vais peut-être... Est-ce que tu veux qu'on passe ton extrait et que tu rebondisses sur ton extrait? On va rebondir tout à l'heure sur mon extrait. Non, je vais peut-être resituer Oui Dire. Oui Dire, c'est un petit peu l'inverse de... Enfin, c'est le contre-exemple de Gallimard. C'est-à-dire que nous, on a une seule ligne éditoriale. Oui Dire, c'est une maison qui est au service de la parole des conteurs. Donc, même s'il y a plusieurs collections, on part toujours du répertoire des conteurs. Nous, toutes les parutions existent sur scène avant. Et c'est vrai que je n'ai pas à me poser la question du locuteur, parce que le projet vient avec son interprète, qui en fait souvent, si c'est un conte traditionnel, c'est une adaptation, si c'est un travail de création, voilà, c'est une écriture, mais le projet, généralement, je le vois sur scène, et notre travail, ça va être d'en faire une adaptation discographique. Après, la singularité des conteurs, c'est qu'il ne s'agit pas de lecture, donc on va être certainement beaucoup plus laborieux, nous, en prise de son, par rapport à la lecture. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que pour un disque qui fasse 40-50 minutes, on passe 3-4 jours sur la voix. Voilà, ça fait partie des choses, parce que l'oralité des conteurs est quelque chose à la fois fragile et très fort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près de cette oralité. Et pour ça, il faut prendre du temps. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à une conteuse ou un conteur de venir au studio et dans 2 heures d'avoir fini avec son texte. Alors, ils peuvent complètement le faire, c'est pas un souci. Mais j'aurais peut-être pas la meilleure version. Donc voilà, on s'installe, on prend du temps pour ça. Vu que c'est des artistes qui sont vraiment rompus avec la scène, ils ont expérimenté déjà leur texte. Ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas. Ils savent, avec les mots, faire naître le décor et l'imaginaire dans la tête de l'auditeur. Donc, ce questionnement-là, c'est le leur. Je n'ai pas vraiment abordé ça. Moi, j'ai à les aider à faire un bon disque, parce que le propos, l'intention, le geste artistique d'un artiste lorsqu'il est sur le scène, il est pour son auditoire. On ne travaille pas exactement pareil pour un disque. On va être sur une écoute, même si pour le conte, elle peut être très familiale. On va être sur voilà, c'est une écoute au pire, je dirais familiale, et très souvent solitaire. Donc, on n'a pas la même intention. Et c'est très intéressant dans les retours que j'ai, moi, en discutant avec les artistes lorsqu'on travaille au studio. C'est très intéressant pour eux aussi d'expérimenter des voix à cet endroit. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes modes de production. On a certainement moins de bruitage chez nous parce qu'en fait souvent le conteur nourrit suffisamment sa voix pour qu'on puisse s'en passer. Et par contre, par rapport à une problématique que l'on peut retrouver, que tu évoquais tout à l'heure, sur plus de musique en jeunesse et peut-être un peu moins en adulte, nous, la question ne se pose pas comme ça. La musique est plus vue comme une profondeur de chant par rapport au récit. Donc, certes, on va être sans doute plus musical en jeunesse, mais on a beaucoup de projets adultes qui sont vraiment mis en musique parfois du début à la fin. C'est un peu le cas de ton extrait, d'ailleurs. On peut rebondir maintenant. Allez, rebondissez. C'est le Dattier du Sultan. L'extrait, s'il te plaît. C'était au temps où Zanzibar était gouverné par le grand sultan tout fou. Le sultan tout fou adorait les fruits. Derrière son palais, il avait un jardin rempli d'arbres fruitiers.
Et parmi tous ces arbres fruitiers, son préféré, c'était un jeune dattier qu'il avait lui-même planté. Il en était fier, c'était le seul, l'unique dattier qu'on ait jamais vu pousser sur toute l'île de Zanzibar. Et chaque jour, le sultan allait faire un petit tour dans son jardin pour rendre visite à son dattier. Il le regardait pousser avec des yeux émerveillés, lui disait « Mon datoutou, mon datouné, pousse, 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 pousse ». Et chaque fois, avant de repartir, il allait toujours dire au vieux jardinier « Occupe-toi bien de mon dattier, hein. Je veux que plus tard, il me donne les plus belles tatoues. » Et puis les années ont passé. Le dattier a grandi. Les premières dattes sont apparues sur les branches. Et voilà qu'un beau matin, le jardinier montre au sultan le sommet de l'arbre en lui disant « Maître, regarde comme elles sont belles, tes dattes, comme elles brillent, tes dattes, comme elles sont grasses, tes dattes. Faudra les cueillir demain, elles seront mûres à point. » Alors le sultan est vraiment très content. Juste un petit mot sur... Allô, oui, pardon. Juste un petit mot sur cet extrait. Alors en fait, je l'ai pas choisi au hasard. C'est François Vincent qui raconte le dattier du sultan de Zanzibar. François Vincent, c'est un conteur qui a, comme les chats, eu plusieurs vies, on va dire, plusieurs carrières, et il a été chanteur-compositeur. Donc il est rompu depuis très longtemps. Moi, j'ai fait des disques avec lui il y a 20 ans, dans une autre vie aussi. Il est rompu au travail de studio. Et une production, comme vous venez d'entendre, en fait, on est très très proche d'un disque de variété ou d'un disque de rock, avec exactement les mêmes schémas. C'est-à-dire que vous avez un auteur-compositeur, cet auteur-compositeur a choisi un arrangeur, et après des musiciens additionnels sont venus travailler sur la production. Donc c'est aussi pour dire que le livre audio, voilà, on se lance parfois dans des productions qui sont ambitieuses. Alors, voilà, on va pas, c'est pas Johnny, voilà, mais quand même, on fait des choses qui sont chouettes. Oui, c'est toujours très souvent des projets en grand, vraiment en grand, avec du monde et du temps, c'est du travail d'orfèvre. Et cette mise en image, finalement, sonore, prend quand même beaucoup d'énergie, mobilise l'éditeur sous toutes les facettes de notre métier pour accorder texte, image, son et faire travailler les bons professionnels au bon moment, la bonne voix, les musiques. Et en parlant de voix, je me tourne vers toi, Anthony, parce que chez Bayard, chez Milan, l'audio fait partie de la démarche depuis très longtemps en tant qu'éditeur de presse. Ça accompagne les abonnements de tous nos enfants à leur format CD, et puis maintenant plutôt le podcast via l'appli Bayam. Il y a toujours eu ce soutien du son dans les histoires. Mais là, le projet dont tu vas nous parler un petit peu plus, c'est Mortelle Adèle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite fille, mais bon, on va quand même rapidement en parler. Mais Mortelle Adèle est adaptée en son, est mise en son. Et ce qui est très intéressant, tu vas nous en expliquer un peu plus, c'est que Mortelle Adèle, bon, là il s'agit d'un roman, mais on la connaît en BD. Et adapter de la BD en son, c'est tout un art pour le coup. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Bayard et Milan sont traditionnellement des éditeurs sonores via la presse. Donc, et ce qui est intéressant, pour rejoindre aussi ce que disait Marine, c'est nous, en tout cas, sur les textes sont souvent retravaillés en fonction de ce que ça donne en studio. C'est-à-dire qu'un texte d'auteur qui au départ est écrit pour J'aime lire, finalement, on va parfois le recorriger, avec bien sûr l'accord de l'auteur, pour faire en sorte qu'il passe le mieux en audio. Donc c'est vrai qu'il y a ce travail dès l'amont, en tout cas pour les magazines J'aime lire, mes premiers J'aime lire, et aussi Belles histoires, mes premières belles histoires, c'est exactement le même principe. Et donc de vraiment l'adapter en audio au mieux. Sur la presse, effectivement, on avait déjà, nous, un peu d'habillage sonore, et le choix a été de le renforcer, notamment sur J'aime lire, mes premiers J'aime lire,
pour se rapprocher justement du format podcast. Donc c'est vrai que ça résonne aussi beaucoup avec la conférence de la table ronde de tout à l'heure. C'est de faire en sorte que ce soit beaucoup plus immersif. Et c'est ce qui nous a amené à Mortel Adèle, puisque du coup, cette variété finalement de création sonore chez Bayard et chez Milan, on a essayé de trouver le bon dénominateur pour adopter Adèle, pour l'adapter et lui donner une voix. Donc c'est vrai que ça, c'était un sacré challenge de trouver la voix d'Adèle. Donc c'est Dorothée Pousseau qui a incarné Mortel Adèle, avec aussi cette, et on en parlait dans une conférence tout à l'heure, de l'interprétation d'habiter un texte. C'est vrai que vous allez l'entendre dans l'extrait. Elle a eu cette capacité d'incarner aussi tous les personnages. C'est-à-dire qu'elle faisait Adèle, mais aussi elle faisait tous les autres personnages. Donc il y avait un gros travail de sa part pour les incarner en fait de façon différente. Et là où l'habillage sonore a joué un rôle important, c'est dans l'ambiance immersive d'une cour d'école, et puis aussi être fidèle à l'univers de l'auteur, parce que c'est vrai qu'on est très proche des univers jeux vidéo. Et donc là, il y a eu vraiment une synergie très forte entre Antoine Doll, Mr. Tan, et Guillaume Aldebert, puisque c'est le studio de Guillaume Aldebert qui a réalisé en fait l'ensemble de l'habillage sonore, avec toujours aussi cette, même s'il y a assez peu de musique finalement dans le livre audio, il y a cette idée derrière tout ça que voilà, c'est un univers et on le propose pour la première fois à écouter. Et ça a été aussi, on en avait parlé durant notre discussion, ça a été aussi un préalable à ce qui est sorti actuellement en livre CD, qui est le show bizarre de Mortel Adèle, qui est aussi en fait une collaboration entre Guillaume Aldebert et Antoine Doll. Donc d'une certaine façon, on les a fait travailler ensemble. C'était très 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 créatif et en tant qu'éditeur, c'était passionnant justement parce qu'on a vu d'un coup Mortel Adèle parler. Et puis trouver le ton juste, ni trop grave, ni trop aigu, parce que la spécificité aussi de Mortel Adèle, c'est qu'elle parle à la fois aux garçons et aux filles. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il fallait tenir, et donc avoir une comédienne aussi de talent a permis vraiment de tenir sur 1h16 cela. C'est vrai que c'est pas donné à tout comédien de faire ce travail. On écoute un petit peu. Je ne le vois pas, donc je ne sais pas. Présentation des personnages. Moi, c'est papa. Et moi, maman. Leur hobby préféré ? Me faire ranger ma chambre, me faire manger des légumes, me faire faire mes devoirs, me dire d'aller au lit. De véritables tortionnaires. Moi, mon jeu préféré, c'est de les faire tourner en bourrique. Je suis sûre qu'ils s'ennuieraient sans moi. Moi, c'est Magnus. Magnus est mon super ami imaginaire. D'ailleurs, il m'a promis que si un jour je meurs, il me prendra comme ami imaginaire à mon tour, pour qu'on soit toujours ensemble. Il a peur de rien, à part des DVD que m'offre ma grand-mère. Moi, c'est Geoffroy. S'il y avait un roi des andouilles, ce serait sûrement Geoffroy. Toujours à me courir après en voulant me tenir la main et porter mon cartable. Il dit qu'il est amoureux de moi et qu'il veut me donner son cœur. Je suis pas contre, mais dès que je sors mon bistouri, il s'enfuit en courant. Fizz, vous avez déjà vu un bébé grizzly aussi petit ? Je suis certaine que Fizz atteindra 2 mètres de haut d'ici quelques années. Et alors là, tous ceux qui me répètent que c'est qu'un hamster feront moins les malins. Le problème de Fizz, c'est qu'il est hyperactif. Impossible de le faire tenir en place plus d'une seconde. Jade et Miranda. Si un navet et une courge prenaient forme humaine, ils ressembleraient sûrement à Jade et Miranda. Ces deux pestes passent leur temps à se prendre pour des top modèles. Elles ont fondé le club des Pink Malibu et ne font que parler de mode et de chanteurs à mèche. Au secours! Moi, c'est Ludovic. Ludovic, c'est le garçon le plus mystérieux de l'école. Je sais juste qu'il est allergique aux chats. C'est bien la preuve qu'on est fait pour s'entendre, non? Eh ben, faut croire que ça suffit pas. Moi, c'est Jennifer. Vous
pensiez que j'étais un peu fofolle, mais il y a pire que moi. Jennifer. Elle est persuadée qu'on est les meilleurs amis de l'univers et ne me lâche plus d'une semelle. Non mais elle croit au miracle, celle-là. Effectivement, on retrouve bien le jeu vidéo. On l'entend parce que voilà, notre attention est bien fixée dessus. Comment ça se passe pour choisir une voix comme ça? Vous faites des castings ou alors tout de suite dans votre tête, vous pensez à cette voix que vous avez entendue sur un autre projet, où il y a des évidences, ou alors vous tâtonnez beaucoup? Est-ce que c'est un peu comparable à la recherche d'un illustrateur pour un projet? Comment vous le définiriez? Marine, peut-être? Oui, c'est assez proche du travail qu'on fait avec les illustrateurs, c'est-à-dire qu'on a... Évidemment, il y a les voix qu'on connaît, qu'on aime bien, auxquelles on pense, et puis on travaille avec des studios qui ont des répertoires incroyables et qui nous proposent aussi leurs idées. Et comme un illustrateur fait un crayonné pour faire un essai, on a souvent un essai de voix et on écoute et on choisit. C'est en effet assez proche. C'est un peu pareil, et c'est vrai que cette idée aussi de pas forcément qu'il soit connu, mais vraiment le rendu. Et en tout cas, nous, on a fait aussi une édition audio des Petits Docs, Mes Petits Docs, qui est un documentaire chez Milan. Et donc, c'est vraiment, on a fait quasiment un casting voix hommes et femmes de à peu près, je crois, 30, pour arriver à trouver la voix qui corresponde la mieux et qui soit à hauteur d'enfant, sans être en fait trop, notamment pour un documentaire, le risque c'est de raconter des histoires de façon un peu comment dire en surplomb. Et donc là l'idée c'était vraiment d'être une voix qui se met vraiment à hauteur d'enfant. Et la question du grain de la voix, effectivement, a été quelque chose de très important pour nous, pour arriver justement à capter l'oreille de l'enfant. On sent en ce moment dans les manières de travailler des éditeurs de livres audio, et on l'a vu aujourd'hui au fur et à mesure de la journée, c'est très lié aussi à comment on travaille au niveau du podcast et les attentes liées beaucoup aux séries aussi que les gens regardent. On a envie d'immersion, on a envie de quelque chose de plus immersif. On sent que le public est en demande de ça. Il y a beaucoup d'enregistrements qui vont même jusqu'à interpeller le lecteur, ce que finalement le conte fait souvent. Le conteur s'adresse à son public, il est presque en situation de live. C'est quelque chose de très naturel, je pense, dans la manière de travailler chez toi, Pascal, et peut-être aussi quelque chose qui fait vraiment partie de votre réflexion à vous en ce moment. Et j'aimerais bien qu'on avance dans cette table ronde en regardant un peu les évolutions des enregistrements, comment le livre audio jeunesse est en train de changer aussi avec les enfants et les familles, les attentes des parents maintenant. Et puis, on finira par voir aussi des questions de diffusion, parce qu'on parlait du CD, d'entrée de jeu. Ce livre CD, finalement, il nous est très cher à tous, mais il faut bien qu'on travaille à faire écouter ces choses-là autrement aux enfants. Donc, sur cette question d'immersion, d'alpaguer son public, de l'accrocher, de l'accompagner dans son écoute, Pascal, peut-être? Comment dire, alors, en fait, j'ai des projets un petit peu différents, c'est-à-dire qu'au sens où la forme première des œuvres que nous sont éditées, c'est la scène. Donc il y a déjà toute une question, il y a déjà énormément de questions qui sont balayées par la conteuse ou le conteur, parce que c'est des situations qu'il a rencontrées avec son public. Moi, je vais les aider à se focaliser sur une écoute plus restreinte, sur un disque, sur quelle énergie on veut mettre, à quel endroit on s'installe. Mais voilà, c'est des choses que nous, déjà au niveau de Ouïr, on a appris avec le temps. C'est-à-dire que les premiers disques que l'on a fait, il y avait un petit public, parce que les conteurs souhaitaient un petit public et qu'on n'avait, nous, pas d'expérience sur le rendu final. Et puis plus on faisait des disques, plus le public, en fait, on l'a éliminé. Enfin, normalement, on lui a demandé de sortir. Et on s'est aperçu que, en fait, en travaillant en studio sans public, on arrivait à être beaucoup plus fort.
Bon, ben voilà. Après, c'est pareil, hein, c'est des choses qui prennent du temps. Enfin, on sait très bien que c'est pas. Quand on enregistre une voix, il ne s'agit pas de faire venir un comédien, puis 5 minutes après, c'est fini, même si le texte est très court. Ça prend du temps. Il faut qu'il soit au bon endroit, au bon moment, qu'il ait la bonne énergie. Et surtout, ce que vous cherchez à avoir, quelle que soit la maison d'édition, c'est du sensible. C'est-à-dire, c'est des choses qui... vous avez quand même une idée très précise de ce que vous voulez faire. Et vous voulez amener tous les intervenants de la chaîne de production, que ce soit les musiciens ou les locuteurs, à cet endroit précis. Donc vous passez du temps à ça, vous faites une direction artistique qui va les aider à aller au bon endroit, enfin selon vous, selon les souhaits que vous imaginez pour la production. Et Marine, sur ces questions d'enregistrement plus immersif, peut-être aussi que du coup, ça demande de s'éloigner un tout petit peu de l'histoire racontée et de s'éloigner du livre, tout simplement. Oui, alors ça ne nous empêche pas, évidemment, parce qu'on est Gallimard et qu'on a des textes qui sont chouettes. Évidemment, on continue à les enregistrer aussi tels quels. Mais on se penche un peu sur ces questions d'adaptation pour justement aller vers des prises de son un peu et des réalisations un peu plus immersives. On ne s'interdit pas. Et là, on a un projet. On ne s'interdit pas d'adapter les textes et de les retravailler pour l'audio. On a un projet là qu'on mène avec un studio qui fait du podcast, justement, de faire un Molière dans un format justement un peu plus immersif. Donc on part d'un texte qui existe et on a fait retravailler l'auteur pour qu'elle a tout passé à la première personne du singulier pour une identification au personnage de Molière plus évidente. Et puis elle a intégré des petites scénettes qui vont être jouées. Donc il y a des marchands ambulants qui interpellent les passants, il y a des scènes de théâtre d'époque. Tout ça va être inséré dans le récit avec des bruitages d'époque, des musiques aussi de l'époque, pour une écoute un peu immersive. Voilà, c'est un peu le mot à la mode, effectivement, mais c'est tendance à double titre, d'abord en termes de réalisation, parce qu'en effet, ça rejoint ce que font les podcasts. Et puis, pédagogiquement, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de la transmission descendante, verticale, pour quelque chose de plus au cœur. Enfin, l'enfant est au cœur de l'histoire, là, et la vie, et voilà. Et c'est aussi une attente des parents qui a été un peu amplifiée au moment du confinement, mais d'avoir du ludopédagogique, c'est-à-dire d'avoir des contenus culturels qui soient plaisants. Donc voilà, ce projet-là... Oui, c'est vrai que c'est souvent très lié, et c'est notamment le cas aussi, bien sûr, chez Bayard. Alors, on pense au podcast de Milan sur les petits docs, tout ça. Il y a aussi les feuilletons de la mythologie qui sont entre contes, et où justement on va aussi vers le lecteur. C'est très présent dans la manière de travailler aussi chez Bayard et Milan. Oui, tout à fait. Alors les feuilletons, en soi, c'est plus sur le mode du conte. Il y a beaucoup moins de... Il y a pas le parti pris n'était pas de faire de la musique, mais vraiment d'avoir parce que Muriel Zac, donc, qui est l'autrice des feuilletons, a ses talents de conteuse, et que par ailleurs elle fait plein de lectures aussi dans les écoles. Et donc les enfants apprécient sa voix et apprécient de lire le texte en l'écoutant ou de l'écouter seul. Donc c'est vrai qu'il y a des univers qui se prêtent pas forcément à l'immersif. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de silence. Je pense que c'est important aussi pour l'enfant qu'il imagine. Et c'est vrai que parfois dans le podcast, ce qu'on retrouve, c'est quelque chose d'un peu trop bruité. Et finalement, l'enfant n'imagine plus. Et c'est aussi dans le dessin animé, on se pose aussi cette question, parce que chez Bayard, du coup, c'est assez lié. Enfin, on travaille aussi avec l'audiovisuel, et notamment pour le choix de la voix de Mortel Adèle, il fallait se mettre d'accord qu'ensuite, potentiellement, ce serait aussi Dorothée Posséo qui l'incarne. Donc il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'un bon silence, et parfois, ça vaut mieux qu'un mauvais bruitage.
Et parfois, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des situations où le studio, alors c'est aussi un travail d'échange au départ, bruite pas forcément l'action. Donc ça, c'est la question aussi de le bruitage, à quoi il sert. Et en l'occurrence, un peu comme l'illustration, il sert à ponctuer et à accompagner l'action. Et c'est pas le bruitage pour le bruitage. Et après, sur la partie adaptation, on a produit là dernièrement les premiers livres audio de Petit Ours Brun, en tout cas qui se font livres audio seuls. Et là, par exemple, on a été amené avec l'autrice à changer les textes pour l'audio. Et un exemple que je donne toujours, mais Petit Ours Brun était malade, il avait la fièvre. En audio, ça fonctionne pas très bien, donc Petit Ours Brun, il tousse nécessairement. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais qui permettent de donner à l'audio plus de sens. Et après, sur la partie entre guillemets musicale, la question de la virgule sonore et l'identification de la virgule sonore au personnage est assez importante, et c'est notamment ce qu'on a fait aussi sur Petit Ours Brun, être fidèle à l'univers de départ, parce que Petit Ours Brun, il est né dans les années 70, donc il faut qu'on corresponde au Petit Ours Brun des années 70, mais que ça parle aussi aux enfants d'aujourd'hui, et donc adapter la musique, la virgule sonore, pour qu'elle sonne plus moderne. Donc ça, c'est intéressant aussi sur l'audio, c'est que ça rend actuel des personnages qui finalement datent, et donc ça redonne une nouvelle vie à ces héros, et donc ensuite ça amène potentiellement de nouveaux livres à apparaître autour de ce que l'audio a pu générer comme dynamique. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que de toute façon, les enfants, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Mais par contre, ils ne gobent pas n'importe quoi. C'est vraiment un public exigeant. Et ils peuvent réécouter, bien sûr, 150 fois, on est bien au courant, mais ils peuvent aussi, au bout de 10 secondes, zapper totalement Donc c'est très très important, et c'est vraiment au cœur de votre métier, de savoir aussi ce qu'attendent les enfants, à quel stade de développement ils sont. On ne fait pas un livre audio pour un enfant de 3 ans comme on le fait pour un enfant de 10 ans. Il faut soutenir certaines choses, laisser de la place à d'autres, évidemment. On va finir cette discussion sur finalement un peu le cœur de tout ça. C'est comment est-ce que ça arrive jusqu'aux oreilles des enfants. Tout ce que vous créez qui est magnifique, mais c'est quand même un gros enjeu. Encore plus aujourd'hui que dans les décennies précédentes, parce que l'objet physique nous échappe, alors qu'il est si important pour les enfants, pour matérialiser et surtout pour être autonomes, évidemment, dans leur écoute, dans leur pratique, être accroché toujours ou avoir besoin d'un adulte, quel qu'il soit, pour pouvoir accéder à du livre audio, à de la musique, à du contenu, c'est quand même un peu 3 pas en arrière, là, pour le coup. Qu'est-ce qui se dessine, en fait, là, qui a déjà largement commencé depuis 2-3 ans et qui va subir une accélération faramineuse ce Noël, je pense. Il y a évidemment les boîtes à histoires dont on va parler ensemble. Puis il y a bien sûr aussi les plateformes audio avec toutes les questions que cela pose. Voilà, le lien musique, audio, comment bien sûr sont rémunérés les créateurs. Toutes ces questions-là, elles restent évidemment complètement d'actualité sur la jeunesse. On va peut-être parler plus concrètement des boîtes à histoires qui sont la manière dont le marché est en train de proposer de concrétiser, de garder un objet pour les enfants. Je commence avec toi, Anthony. Effectivement, donc Bayard a fait le choix donc, de s'associer à Radio France pour lancer une enceinte pour enfants, qui est une enceinte avec des contenus Bayard et Radio France. Et donc on a 80 contenus Bayard et Milan dans cette enceinte. Donc c'est vrai que l'idée, et c'est un peu ce qu'on retrouve quand on conçoit le contenu, c'est d'être à hauteur d'enfant et surtout qu'ils puissent accéder à l'audio de façon simple, ludique, et puis d'avoir aussi une autonomie, puisque c'est vrai que on le voit tous au quotidien. Le principal outil pour écouter de l'audio aujourd'hui, c'est majoritairement, quand on est nomade, c'est le portable. Mais c'est vrai qu'on ne va pas confier son portable à un enfant. On ne va pas confier une tablette à un enfant parce que c'est un écran et qu'on n'a pas forcément envie qu'il regarde autre chose. On a envie vraiment qu'il écoute. Et c'est vrai que ce développement de ces enceintes,
C'est vraiment cette idée que voilà, l'enfant peut être autonome dans l'écoute de contenu, et puis c'est tout simplement facile à accéder. Donc c'est en tout cas le choix qu'a fait Bayard en s'associant à Radio France, avec des contenus donc, qui sont issus de notre catalogue, donc des grandes marques presse, et puis des contenus qu'on a produits spécifiquement, dont Mes Petits Docs et Petit Ours au Bras. Et donc la part musicale est effectivement importante, avec aussi une dimension langue étrangère, puisqu'il y a des contenus aussi, des comptines pour le coup, d'Hello Pomme d'Api en langue anglaise. Donc c'est proposer un catalogue assez vaste de contenu à l'enfant, et ensuite il peut effectivement, comme tu disais, picorer en fonction de ses envies, un contenu peut-être plus musical, un contenu plus conté. Et après, ce qui est intéressant, c'est que comme déjà Bayard et Milan ont une diversité éditoriale via la presse, en fait, ben on retrouve cette diversité au sein de cette enceinte qui donc s'appelle Merlin. Voilà. Voilà, et aux côtés de cette boîte à histoire Merlin, il y en a d'autres. Il y a la boîte à histoire Luni, qui fête ses 5 ans et qui a un parti pris vraiment de créer des histoires à partir de personnages, de lieux et d'objets, pour que l'enfant soit aussi finalement le créateur de sa propre histoire et l'acteur. Donc on le remet au centre de sa démarche. Il y a un petit cube qui s'appelle la conteuse merveilleuse, qui est d'ailleurs en 2 versions, une version tout petit pour les bébés, une version à partir de 2 ou 3 ans. Je crois que Pascal, tu as du contenu chez la conteuse merveilleuse. Bah oui, nous on a un gros bureau à R&D, mais il est encore très très loin de fabriquer sa petite boîte pour écouter de la musique, donc on va plutôt travailler avec les autres pour ça. Moi je pense que c'est on se pose tous des questions sur l'après-CD. Le problème c'est que le CD est encore là et il est encore beaucoup utilisé, y compris par les enfants. Oui. Donc l'après-CD, pourquoi pas, mais on va quand même continuer avec cet objet. Nous, on n'a aucun moyen de savoir quand les choses vont changer, comment elles vont changer. Donc on a pris une décision qui est relativement simple, c'est qu'on offre tous les canaux de diffusion, c'est-à-dire que quand vous achetez un disque chez nous, vous avez le CD, vous avez le téléchargement, vous avez le streaming, comme ça. On ne se pose pas de questions. Moi, je pense que c'est l'utilisateur qui fait le bon choix. S'il veut un CD, s'il veut un téléchargement, s'il veut un streaming, c'est ça le regarde, c'est son usage. S'il veut un objet, parce que c'est pour un petit enfant, que c'est facile à manipuler, ben c'est très très bien aussi. Moi, mon métier, c'est de fournir du contenu, voilà, si possible de qualité, dans ma ligne éditoriale. Je vais plutôt être attentif à essayer de le diffuser le plus possible. Alors, je fais un petit bémol parce que, par exemple, vous ne trouverez pas sur les contenus de Oui-Dire sur Deezer, Spotify ou quoi que ce soit, vous trouverez seulement un titre par album, parce que c'est des gens qui ne rémunèrent pas les auteurs. Donc nous, on ne travaillera pas avec eux tant qu'ils n'auront pas changé ce mode de rémunération. Donc si vous trouvez du contenu Oui-Dire quelque part, c'est que les auteurs sont rémunérés de façon normale. Voilà, c'est c'est une ligne rouge un peu qu'on se donne, mais je me sens pas... moi j'ai des liens très forts avec les artistes avec lesquels on travaille, je me sens pas de brader leur travail sous prétexte de pas tenir compte de leurs droits d'auteur, des droits des musiciens. Voilà, c'est ça. Ça me paraît très important encore à souligner, et je suis très content d'ailleurs de la conférence de ce matin sur le podcast, parce que le podcast est en train aussi de d'arriver un peu à maturité et de se poser des questions de rémunération d'auteurs, de rémunération des équipes qui travaillent. Il y a eu quand même 2-3 scandales dans pas mal de plateformes, donc il est temps aussi que ces métiers... Le métier du livre audio, l'air de rien, ça fait très longtemps qu'on fait de la création, mais
on le fait de façon normale, c'est assez balisé. On sait combien on doit payer les intervenants, les musiciens, les studios. Enfin, tout est... Voilà, c'est un métier qui est établi depuis très longtemps. Donc voilà, le podcast nous rattrape et en cela, je trouve que c'est plutôt une bonne évolution pour tous les jeunes aussi qui débarquent là-dedans, parce que faire de la création sonore, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une très belle matière à travailler. Et il faut pas qu'on dégoûte les jeunes de ce métier parce qu'ils sont pas payés, quoi. Pardon, j'ai un peu digressé. Je voulais juste finir sur justement, je pense, chez Écouter Lire, qui est sur des enfants un peu plus grands, on voit que le numérique a un peu pris le pas. Tu m'expliquais que voilà, on sent que le numérique a passé, mais finalement, sur le CD, sur ces pratiques-là, les familles et les enfants sont encore très en demande. Le CD marche encore un peu, et particulièrement pour les enfants, mais c'est vrai que... Et en bibliothèque, et dans les écoles, c'est vrai que dans ces pratiques-là... Les équipements ne sont plus là, dans les voitures, sur les ordinateurs, donc la question, évidemment, se pose. Et les parents ne sont pas prêts non plus, oui, pour des plus grands, à aller vers des plateformes, vers le tout dématérialisé. Pour les plus jeunes, c'est une vraie question. Les boîtes, évidemment, répondent en partie à cette question. Et puis, il y a des applis qui sont pas mal faites aussi, comme je pense à Alma de Martin Solveig, où l'écran s'éteint quand l'histoire commence et on ne peut plus accéder à aucun autre contenu d'Internet. Ce qui est quand même assez sécurisant, et j'imagine qu'il y a des pistes comme ça à exploiter. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées depuis quelques années et qui sont en train d'exploser pour que les enfants puissent continuer à écouter du contenu et que vous continuez à faire du contenu d'une très belle qualité. Donc, a priori, on va croiser les doigts pour que ça continue encore longtemps. Oui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et on va vous dire merci beaucoup. Merci. Et merci à tous d'avoir tenu jusque-là.